Bonjour à tous, on va pouvoir démarrer ce nouveau web café qui aujourd'hui est consacré à une plateforme qui s'appelle Mythe 3D, euh, dont mes collègues Audi Zolinérien et Laurent Aubertin, donc du pôle EMC2, vont vous parler. L'idée, c'est d'être ensemble jusqu'à 9 heures, donc on va se laisser au moins un quart d'heure d'échange à la fin. Vous avez la fonctionnalité chat, la bulle. On vous a envoyé un petit message de bienvenue, donc au niveau de la bulle, vous pourrez le voir. N'hésitez pas à interagir via ce chat. On pourra aussi vous donner la parole si vous voulez parler. Il suffira de réactiver le micro et éventuellement la caméra si vous le souhaitez. Pour pouvoir discuter, ce sera aussi le plus simple. Donc je vais tout de suite, pour pas perdre de temps, donner la parole à Laurent qui fait l'introduction, je crois. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Impeccable, Laurent. Très bien. Merci à tous d'être avec nous ce matin pour ce web café, hein. J'espère que vous avez votre café, votre thé, les croissants et ainsi de suite, parce qu'on ne sera pas en mesure de vous les offrir aujourd'hui. Comme le disait Sébastien, le thème du jour, c'est la plateforme Myth 3D que le pôle MC2 a mis en ligne depuis quelques jours, semaines, suite à un certain nombre de travaux. Alors, Myth 3D, pourquoi? En fait, on a voulu créer un peu sur le principe d'autres sites, un site de rencontre. Mais comme notre métier, c'est plutôt l'industrie, on a basé ce site de rencontre autour de l'impression 3D. Alors, on va vous parler d'une part effectivement de la genèse du projet. On vous présentera le site internet de façon assez rapide, mais pour certains, je pense, vous êtes déjà inscrits ou vous avez déjà effectivement renseigné vos équipements, vos moyens. On vous expliquera un peu comment ça marche et puis on parlera un peu des perspectives que l'on se fixe côté EMC2 vis-à-vis de ce site et comment on pourrait le faire évoluer. Et puis, comme le disait Sébastien, ben, on aura tout un temps d'échange de questions-réponses. On va aller assez vite sur cette première partie et puis pour laisser aussi le temps des échanges. Alors, la genèse, en fait, de ce site Myth 3D, c'est malheureusement la crise liée au Covid-19 qui nous a amené à réfléchir aux actions que le pôle EMC2 pouvait mener. Et puis, en tant que pôle de compétitivité, on a eu énormément de sollicitations, notamment par les acteurs institutionnels pour voir comment, à travers notre réseau de 400 adhérents, on pouvait participer à des actions sur la lutte contre le Covid-19. Et on a été sollicité dès le début, le 19 mars, par les services de l'État qui nous interrogeaient pour savoir si, parmi nos adhérents, on avait des acteurs qui disposaient d'équipements d'impression 3D et avec un objectif de pouvoir démultiplier, si nécessaire, des fabrications pour lutter contre le Covid. L'État, à l'époque, pensait à la possibilité de réaliser des pièces de respirateurs, des visières, mais aussi des choses qui pouvaient être très, très simples, un bouton poussoir pour les gels hydroalcooliques ou ce genre de choses. Et donc, cette sollicitation qui s'est faite par les services de l'État, et elle était aussi associée à des demandes de Nantes Métropole ou directement des ministères pour effectivement avoir la capacité, si nécessaire, de mobiliser des acteurs sur le territoire. Donc nous, ce que l'on a fait, c'est que on a décidé pour le recensement de ces équipements 3D, de mettre en ligne un questionnaire sur notre site internet. Donc, l'on a fait quelques jours après, dès le 24 mars, et on a ensuite mobilisé dans un premier temps nos adhérents et réalisé pas mal de communication. Et puis, dès qu'on a commencé cette partie communication, il y a eu pas mal de relais et une couverture média qui était spontanée, très importante.
À cette époque-là, on a eu beaucoup d'interviews presse, voire même jusqu'à un passage en radio sur Europe 1 dans une émission qui s'appelle La Ouais. France qui bouge, si je me souviens bien. Et puis également des relais dans la presse spécialisée. Tout ça, bah, ça a permis de mobiliser une communauté très importante d'acteurs, puisque assez rapidement, on avait près de 250 répondants, un peu partout en France, notamment à travers la couverture nationale en termes de communication, qui a permis de mobiliser les choses. Et ça représentait près de 600 machines, un peu plus de 600 machines. Alors les différents acteurs qui ont répondu à ce questionnaire, en fait, ben, il y avait les spécialistes de la fabrication 3D et de l'impression 3D, pardon, ceux qui disposent de machines, d'équipements, parfois les distributeurs de ces équipements, les fabricants de ces équipements. Et puis on a eu également tous ceux qui disposaient de machines pour leurs travaux en interne. Alors je pense là à des structures de type université, Fab Lab, mais également des industriels qui, au sein de leurs usines, avaient une machine, deux machines, trois machines, et qui, pendant cette crise, se sont posé la question de qu'est-ce que je dois faire. Ils étaient notamment pas mal sollicités, et il y avait toujours effectivement un questionnement. Est-ce que je réponds à la demande très locale de quelqu'un qui veut réaliser une filière, une visière, ou est-ce que je dois réserver mes moyens de production à des démarches qui seraient plutôt dans une dynamique nationale? Donc, toute cette démarche, je dirais, nous a permis effectivement de mobiliser de façon très, très large, d'une part, la communauté des acteurs spécialistes de ce domaine-là, mais également tous les possesseurs, effectivement, de machines. Le, le résultat, en fait, de ça, c'était que ben, l'État, véritablement, n'a pas fait appel à ce sujet-là. Je pense notamment au sujet des respirateurs. L'État a décidé assez rapidement de confier au seul fabricant de respirateurs français, qui est Air Liquide Healthcare, la réalisation et la fabrication de 10 000 respirateurs. Et on était en relation avec Air Liquide Healthcare, mais qui, eux, souhaitaient notamment travailler avec leurs fournisseurs habituels pour ne pas avoir à requalifier des pièces. Et ils ont monté un consortium d'entreprises pour réaliser la fabrication des respirateurs. Pour autant, on a été contacté par quelques industriels qui s'étaient engagés à fournir notamment des visières pour les hôpitaux et ce en grande quantité et qui eux-mêmes avaient des besoins de démultiplication de leurs équipements de production pour aller plus vite. Et du coup, on s'est dit, ben, notre fichier que l'on a monté, il servira peut-être pas pour les services de l'État, mais ça présente effectivement certainement un intérêt de pouvoir le mettre à disposition. Et donc, on a décidé assez rapidement de transformer notre fichier Excel en une plateforme que l'on a appelée Myth 3D. On est revenu vers tous les répondants en leur demandant s'ils étaient prêts à ce que leurs coordonnées, leurs équipements, leurs moyens puissent être affichés sur cette plateforme-là. Et à peu près la moitié nous ont donné effectivement un accord. Et ce qui nous a amené en fait à chercher à développer cette plateforme. Alors, je vais laisser la main à Audisoline pour la suite, pour rentrer dans le détail de la plateforme en elle-même. Merci Laurent. Donc en effet, on a décidé, comme Laurent l'introduisait, de pouvoir mettre en ligne finalement et à disposition de tous cette base de données qu'on avait. Donc ça s'est décidé finalement un petit peu après. Hein, c'était le 14 avril. On s'est dit bon, il faut qu'on arrive à la mettre à disposition de tous. Mais pour tout vous dire, les répondants avaient fait des choses qui étaient assez éclectiques au niveau notamment des machines. On avait des noms de machines, on avait juste la marque, on avait vraiment des choses qui n'étaient pas toujours très parlantes. Et on s'est retrouvé avec un fichier Excel qui, pour une exploitation facile sur une plateforme, était pas forcément très simple, surtout pour réussir à regrouper des choses qui pouvaient être regroupées. Et pour le moment, en fait, le fichier était un petit peu trop éclectique. Donc,
On a travaillé là-dessus avec l'IRT Jules Verne. On a sollicité Serge Prigent et puis surtout François Hédy qui nous ont bien aidé pour bien qualifier la base, réussir à bien mettre en avant les différentes technologies de machines qui étaient utilisées. Pourquoi quels étaient le type d'utilisation finalement qui pouvait être derrière les différents matériaux qui pouvaient être imprimés, ou ce genre de choses. Parce que finalement, pour une personne on se disait un CHU qui vient, n'a pas forcément cette connaissance-là, et il nous fallait quand même, pour nous, intégrer cette partie-là dans la base également. Et puis, on a dû aussi travailler, bien entendu, sur l'ergonomie finalement de cette solution et sur la mise en ligne. Là-dessus, on a fait appel à la junior entreprise, c'est la Junior Atlantique, donc celle de l'IMT Atlantique, avec Corentin Pouget qui a travaillé d'arrache-pied sur le sujet parce que l'objectif était que ce soit prêt avant notre AG qui était donc le 4 juin. Donc, elle a été opérationnelle avant, mais c'est vrai qu'il fallait reboucler, bien valider que ce soit la base de données et puis l'exploitation finalement de cette dernière puisse être réalisée en ligne. Donc, est né Myth 3D, là où vous avez justement le lien internet au-dessus qui est indiqué. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes déjà un petit peu promené sur la plateforme, mais quand vous arrivez, vous tombez justement sur cette capture d'écran avec d'un côté finalement la partie recherche directement. Soit vous recherchez des ressources, vous pouvez les introduire, ou alors vous avez aussi la partie besoin. Vous les retrouvez également en haut. On a essayé de faire quelque chose de très très simple pour que finalement, quand vous arriviez, vous ne vous posiez pas 36 000 questions. Vous vous dites, OK, j'ai des ressources en impression 3D, j'y vais, ou j'ai des besoins. Et donc, je vais aller regarder ce que je peux trouver en termes de ressources ou en termes de publication. Donc, voilà. En termes de ressources, un zoom sur je recherche mes ressources 3D en impression 3D, donc pour vous montrer un petit peu comment ça marche. On clique sur ce bouton-là et à partir de là, là-dessus, vous pouvez choisir votre type de machine, le département, toujours pour être au plus près finalement de votre besoin, le type de structure et puis enfin, vous avez la technologie et là-dessus, vous avez un détail justement sur la technologie pour vous indiquer un petit peu si vous n'êtes pas à l'aise avec l'impression 3D, quelle serait la technologie qui correspondrait le mieux à votre besoin. Et à partir de là, vous filtrez et vous obtenez le nombre finalement de besoins que vous pouvez voir. Donc là-dessus, avec un premier filtre, on peut voir typiquement ces résultats-là avec là un zoom sur ensuite vous avez une petite loupe, vous appuyez dessus et là-dessus vous avez une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre et qui vous permet d'avoir finalement le détail de ce qu'il y a au niveau d'Airbus. Là, en l'occurrence, ça a été l'exemple d'Airbus qui a été pris en compte pour vous présenter tout le nom de l'équipement, quelles sont les dimensions, donc avec vraiment les informations qui vous sont nécessaires pour voir si ça correspond bien à votre besoin ou non. Bien entendu, pour le moment, on a 144 structures, je crois, qui sont déjà référencées avec leur machine. Vous pouvez encore rajouter des ressources, hein. L'objectif, c'est que la plateforme continue à vivre. Donc, vous pouvez recenser également vos machines d'impression 3D en plus de celles qui sont déjà présentes. Donc, c'est assez facile là-dessus. Vous allez mettre votre structure, donc la nature, hein, si vous êtes une entreprise, un Fab Lab ou autre, le nom de la structure, le pays s'il est différent de la France, tout ce qui est code postal, ville, donc vraiment pour le moment le début un petit peu administratif. Ouais, je peux aller plus loin sur la partie descriptive, ensuite sur la notion machine. Oui, d'accord. Et après, ça va être tout ce qui est description, impression de vos machines, le nombre de machines, la technologie, finalement la taille du plateau, ce qui va être nécessaire à chaque fois pour que les personnes qui finalement vont exprimer un besoin puissent voir si ça correspond bien ou pas à leurs besoins.
Donc là-dessus, ça va être. Ensuite, on passe sur la partie besoins. Donc vous avez vu, il y avait des petits boutons qui étaient de couleurs différentes. Lorsqu'on passe sur les besoins, on peut publier son besoin ou on peut consulter son besoin. Ça marche de la même façon que sur les ressources. Donc là, typiquement, on a un besoin qui a déjà été exprimé. L'objectif est également que les besoins vivent et qu'à partir de là, à partir du moment où le besoin a déjà été rempli, ben, qu'on nous l'indique pour qu'on puisse le retirer. Donc, quand vous avez déjà mis des machines, ce qui est important, c'est que vous puissiez retourner voir de temps en temps pour consulter les besoins, pour voir s'il y a un besoin auquel vous pouvez répondre. Et puis, sinon, bah, si vous avez un besoin spécifique et que vous n'avez pas les ressources en interne pour pouvoir le faire, à partir de là, vous pouvez le publier, même si vous avez pu chercher en avance directement sur le site s'il y avait des ressources qui pouvaient correspondre à votre besoin et prendre directement contact. Là, ça permet de le poster et que finalement, s'il y a du trafic dessus, de pouvoir avoir des répondants qui sont pas forcément indiqués, qui n'ont pas spécialement voulu apparaître sur la plateforme. Alors donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, ça reste effectivement un site très très simple d'utilisation qui permet notamment aux gens qui disposent de machines et d'équipements de pouvoir les afficher, d'être identifiés, potentiellement être contactés par tous les acteurs qui auraient des besoins et inversement pour un acteur qui a un besoin de pouvoir publier son besoin et que l'on puisse rentrer directement en relation. Ce qui est important pour nous, et aujourd'hui on l'a fait effectivement dans cet esprit-là, d'avoir un moyen, somme toute très très simple, parce qu'il y avait aussi une notion d'urgence dans la mise en place effectivement du dispositif. La crise effectivement du Covid a montré que l'impression 3D a pu apporter des solutions à beaucoup de problématiques. Beaucoup d'acteurs effectivement ont pu apporter des solutions et l'enjeu pour nous c'était effectivement d'avoir une solution assez simple. Pour autant, on ne souhaite pas véritablement en rester là parce que en termes de fonctionnalités. Alors, on voit un petit peu les sites plutôt grand public de mise en relation. On pourrait penser à des sites de type Airbnb ou ce genre de choses. Ça nous fait penser qu'on peut aller plus loin dans l'utilisation effectivement de ce site. Et du coup, au côté du pôle, on a un certain nombre de perspectives vis-à-vis de ce site-là pour développer ce que l'on appelle chez nous des modèles de production distribués. Alors ça, par contre, c'est pas nouveau, c'est des sujets auxquels on pense et ce même avant la crise. Il y a aujourd'hui certainement, à travers l'utilisation de l'impression 3D ou de la fabrication additive, des opportunités pour quelqu'un qui a des pièces à fabriquer d'utiliser les moyens, notamment numériques, pour transférer des fichiers, envoyer les données à différentes sociétés pour imprimer et donc de pouvoir réaliser une production qui serait distribuée entre plusieurs fabricants, plusieurs fournisseurs, peut-être pour être plus proche de son marché, peut-être pour aussi avoir un peu plus de réactivité, limiter les investissements chez soi en ayant effectivement autour de soi un certain nombre de partenaires. Donc ce modèle-là, on y réfléchit et c'est, je dirais, notre base sur toute la partie impression 3D nous laisse penser que c'est un sujet qu'il faut creuser et de voir comment on pourra, à travers la plateforme Meet 3D, aller plus loin, sachant qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une toute première étape. De la même façon, ben, quand on fabrique une pièce, parfois il n'y a pas, enfin la fabrication additive n'est peut-être pas toujours la meilleure solution, ou parfois elle n'est pas suffisante pour réaliser une pièce ou un ensemble de pièces. Et on pourrait imaginer, comme on le voit sur d'autres sites internet, de mise en relation d'acteurs, de clients et de fournisseurs, toucher d'autres procédés de fabrication
de type usinage ou finition des pièces ou traitement de surface et qui permettrait du coup d'aller vers une solution encore un peu plus complète pour répondre à un besoin. Tout ça, on le voit aussi dans un grand élan que l'on a pu mesurer, notamment lors de cette crise du Covid, autour de ce que l'on appelle le manufacturing éco-responsable. En fait, les industriels aujourd'hui et les tendances poussent les industriels effectivement à réfléchir à l'impact écologique de leur fabrication et on le sait, la fabrication additive, mais aussi la production distribuée peuvent être une partie des réponses à à ce manufacturing éco-responsable, notamment pour répondre aux défis environnementaux avec un faible impact écologique ou une optimisation des stocks. Si on produit plus proche du besoin, ben on limite des frais de transport, de la logistique. De la même façon, on peut optimiser ces stocks. C'est aussi, bien évidemment, ça répond aux défis économiques et sociaux en favorisant l'emploi locaux. Donc, ce sont des enjeux de développement des territoires, mais également de souveraineté. Donc ça, c'est les pistes que l'on a pour la suite de Mythe 3D. Et on est bien évidemment ouvert. Si vous avez des idées pour aider le pôle EMC2 à avancer sur ce sujet-là, n'hésitez pas à revenir vers nous.